Bon, on est très heureux de vous accueillir ici avec Thierry Kozik, ancien maire d'Arnage, et Christine Tafforo, qui est la première fédérale de notre fédération de la Sarthe, sans laquelle nous n'aurions pas pu organiser ce petit événement qui lance un processus, je l'espère, beaucoup plus long, qui va permettre à chacun d'organiser des débats. C'est le premier. Il faut qu'on soit ouvert, qu'on imagine la gauche de demain, et je voudrais vraiment que vous applaudissiez Jean-Christophe Cambadélis, qui est venu de Paris. Frédéric Cuvillier, qui est venu de Boulogne. Voilà. Didier Lebret, qui est venu de Nevers, je crois, ou de la Nièvre. Voilà. Pratiquement un régional de l'étape, le président de la région Bretagne, je vous souhaite de l'applaudir, Loïc Chélet-Girard. Thierry Sauret, qui passe ses vacances en France, mais qui est à New York d'habitude, donc vous pouvez l'applaudir, parce que quand même, pendant ses vacances, il est venu. Hélène Geoffroy, qui est là aussi, maire de Vaux-en-Velin, et qui est... Voilà. Et puis, vous toutes et vous tous, élus ou pas, ou militants, qui êtes venus un 16 juillet, ce qui est quand même un effort qu'il faut souligner pour un débat, je l'ai dit, qui ouvre un cycle que j'espère assez long et qui va nous permettre de travailler et de discuter de l'avenir d'une gauche qui, aujourd'hui, à mon avis, se cherche et à laquelle on doit donner un nouveau chemin. Voilà l'objectif de cette première réunion avec des tables rondes. Et je vais céder la parole à Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe. Nous avons un sénateur. Bien, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui ici à Arnage, au cœur de ce territoire sartois. Je salue chacun d'entre vous d'avoir pu consacrer un peu de votre temps personnel pour venir ici échanger sur cette table ronde, comment réinventer la gauche de demain. Merci, cher Stéphane, d'avoir organisé cet après-midi d'échange et de réflexion. Tu as su prendre cette première initiative et je reste persuadé qu'elle n'est que la première pierre d'un édifice que nous devons collectivement reconstruire sur des bases nouvelles. Je salue également, et Stéphane vient de faire, l'ensemble des intervenants qui ont accepté de porter dans le débat leur riche expérience d'élus professionnels. Je salue également mes collègues sénateurs qui sont présents cet après-midi. Je vois Nicole Bonnefoy, Yannick Vaugrenard. Je sais que Marie-Arlette Carlotti doit nous rejoindre dans quelques... Ouais, c'est un peu plus loin. Merci à toi, chère Christine, d'avoir su mobiliser la Fédération de la Sarthe et ses militants pour assurer la réussite de cette manifestation. Et enfin, merci à Madame le maire, chère Ève, d'avoir accepté d'accueillir cette rencontre à Arnage. Ce choix de cette commune d'Arnage, je pense d'ailleurs, n'est pas anodin. Arnage peut s'enorgueillir d'être socialiste depuis plus de 50 ans, 1966 pour être précis. Le combat et la passion qui nous ont animés, tous les maires qui sont succédés, je salue André Langevin, maire honoraire d'Arnage, que j'ai aperçu tout à l'heure. Ce combat et cette passion qui nous ont animés pendant des décennies avec nos équipes municipales a toujours été de revendiquer une gauche de compromis, républicaine, écologiste et européenne, et non une volonté quelconque de tomber dans la radicalité. Force est de constater que cela a fonctionné et que cela fonctionne toujours. Chers amis, je me permets de vous livrer quelques pistes de réflexion qui, je l'espère, pourront nourrir nos débats. Les temps nous obligent au réalisme. Les différentes crises successives que nous traversons dans notre pays nous rappellent la fragilité de la thèse selon laquelle l'existence d'une social-démocratie puissante serait indissociable d'une société capitalistique
engendrée par un régime parlementaire. Notre régime parlementaire est pourtant primordial, tant nous vivons dans une démocratie affaiblie, société fracturée, avec une économie en déclin relatif, le tout avec des finances publiques lourdement déficitaires. L'histoire européenne l'a toujours démontré. Seule une gauche responsable, animée à la fois par une volonté de changement et de principes de liberté et d'égalité, a la capacité de relever les défis qui nous attendent. De ce point de vue-là, la pensée social-démocrate n'est pas une option, mais bien une nécessité. Des réalités s'imposent à nous, à commencer par le fait que nous vivons dans une économie de marché. À ce jour, aucun autre système compatible avec la démocratie n'a fait la preuve de son efficacité. Mais la social-démocratie ne se confond pas avec le social-libéralisme. Les récents accords électoraux passés par notre famille politique, avec d'autres partis de gauche, ne tentent pas à instaurer cette clarté si nécessaire. L'adhésion du Parti socialiste, qui se veut un parti encore réformiste, à la NUPES, marque un divorce avec notre histoire. Jacques Delors théorisait la social-démocratie comme un double compromis entre le travail et le capital, l'État et le marché. A contrario, LFI est fondée sur une rupture capitale avec le capitalisme. Où est la cohérence et quels compromis nous sont possibles face à tant de radicalité? Sans rentrer dans des procès stériles et partisans, je tiens à dire que la direction actuelle du Parti socialiste, animée par une vision électoraliste court-termiste, entraîne le radeau socialiste vers la chute finale sur la rivière insoumise. La rapidité à laquelle notre parti a capitulé me laisse pantois. J'ai connu des crocodiles moins promptes à se rendre chez le maroquinier. Lorsque Michael Roth, président SPD de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, a appris l'alliance du PS avec les LFI, il s'est exclamé, je cite, « Comment le PS peut-il s'allier avec ce populiste ?» Alors qu'aujourd'hui, 9 pays d'Europe ont à leur tête un Premier ministre social-démocrate ou de centre-gauche, le virage qui a été opéré par le Parti socialiste sur l'Europe, pourtant perçu comme très pro-européen, nourrit de légitimes inquiétudes de nos partenaires sociaux-démocrates en Europe. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement quand on voit que les signataires du programme de la NUPES se sont dit prêts à ne pas respecter les règles européennes? Les interrogations de Michael Roth ne sont donc pas infondées, et tout comme lui, je peine encore à trouver une réponse des plus cohérentes. La NUPES est présentée comme un accord électoral triomphant, mais à y regarder de plus près, la gauche unie n'a jamais été aussi faible qu'après la NUPES. Sous la Ve République, en 1967, 190 députés de gauche entraient à l'Assemblée nationale. En 1973, 177. 78, 200. 86, 247. 2002, 178. 2007, 227. Seulement 153 en 2022. Derrière cette union mélanchisée, jamais une union de la gauche n'avait fait un score aussi faible. Je refuse que le parti de Jaurès devienne un groupuscule ou un supplétif de la bande à Mélenchon. Je le pense, cet accord a été prompt à trahir, non pas des idéaux, ce serait un bien grand mot, mais des convictions, à tout le moins des principes. Si nous suivons cette route après Solferino, ce sera donc la pénitence de Canossa. Le débat doit pouvoir exister et cet accord ne peut être le point tranchant, le vieux combat entre Jules Guesde et Jean Jaurès. C'est tout l'enjeu des années à venir, définir une doctrine et réinventer un logiciel à gauche qui se départisse de la question de ceux qui l'incarnent. L'incarnation est certes importante, mais l'idéologie qu'elle sous-tend doit faire l'objet d'un vrai travail d'affirmation collective. Je crois en l'affirmation d'une certaine forme de décentralisation politique, qu'elle soit au profit de nos élus locaux comme de nos concitoyens. La décentralisation peut contribuer à une réappropriation de la politique par des citoyens sensibles à la critique des élites, diffusée par les mouvements populistes, dont Mélenchon s'est habilement saisi. De plus, en termes stratégiques, la social-démocratie gagnerait à reconstruire l'association historique d'un parti, d'un syndicat, de mutuelles et de coopératives.
Nous devons donc collectivement affirmer un projet transverse fort. Nous ne devons pas reproduire les écueils qui nous ont fait passer d'une logique d'effacement à une logique de soumission, diluant ainsi nos valeurs dans un bain d'acide insoumis. De la soumission à l'insoumission découle naturellement la reddition. Tout comme vous, je ne peux m'y résoudre. Alors que le pays a plus que jamais besoin d'une gauche forte et responsable, nous ne pouvons nous résoudre à laisser l'apanage de la gauche à cette dérive nupienne. Lorsque l'on tire les leçons de l'histoire de la social-démocratie européenne au fil du XXe siècle, deux principales leçons me viennent en tête. Tout d'abord, notre famille politique a régulièrement été donnée pour mourante, voire morte. Ensuite, elle a tout régulièrement trouvé en elle-même les ressources pour démentir ce diagnostic. Loin de moi l'idée de filer la métaphore médicale, car nous ne sommes pas mourants, mais combattants. De fait, je pense que nous avons collectivement dans cette salle et ailleurs les ressources pour démentir la mort que l'on souhaite nous présumer. Restons vigilants, car l'hypothèse de la survie politique de la social-démocratie sur le long terme ne peut pas seulement se nourrir de la capacité démontrée en France, en Belgique, en Allemagne ou au Portugal qu'elle conserve à remporter des victoires ponctuelles. Nous devons revoir notre logiciel, réinvestir le champ associatif et intellectuel, reparler aux syndicats, proposer un avenir désirable dans lequel notre jeunesse puisse se projeter, voire s'investir. Le défaitisme ambiant et la tripartition politique du pays ne peuvent servir d'alibi pour ne pas faire vivre dans le débat public les valeurs qui nous animent. La politique, ce n'est pas noir ou blanc. Il faut savoir être nuancé. Je reste persuadé qu'il existe un vrai espace entre l'extrémisme de l'Alliance bolivarienne et le VRP ubérisé de Bercy. Cet étau est certes étroit, mais c'est à l'aide de fondements et idéaux que nous serons amenés à le desserrer. C'est ce que tu proposes aujourd'hui, Stéphane, entouré de tous nos amis et partenaires qui partagent nos valeurs et convictions. Cette journée est un nouvel élan donné à la réaffirmation des valeurs que nous comptons porter pour l'avenir de notre pays, et c'est non sans émotion et gravité que je me sens prêt, à vos côtés, à œuvrer en ce sens. Très bon après-midi à toutes et à tous. Chers camarades, chers amis, la Fédération du Parti socialiste de la Sarthe est heureuse de vous accueillir dans cette belle ville d'Arnage que Thierry a eu l'honneur de diriger. Et avant lui, notre camarade André Langevin, ici présent, et tant d'autres socialistes avant eux. Une ville dirigée maintenant par notre camarade Efsan, que Thierry a mentionné tout à l'heure. Merci à nos amis et camarades des radicaux de gauche qui nous ont rejoints pour ce moment d'échange. Moment que nous allons partager, qui était attendu par un grand nombre d'entre vous, par de nombreux camarades et sympathisants qui nous suivent notamment via Internet. Cette rencontre est l'expression d'une attente forte, un besoin de se projeter dans un contexte compliqué pour la gauche. Ce moment autour de Stéphane Le Foll, c'est la première pierre à une véritable réflexion sur la gauche, cette gauche qui peine tant à se retrouver. Nous sommes ici aujourd'hui car nous croyons en ces valeurs qui nous habitent, nous, socialistes, femmes et hommes de gauche, et ceci en toute responsabilité. Responsables, car nous mesurons combien nous nous devons de répondre aux attentes fortes de nos concitoyens, et non pas les instrumentaliser, combien nous devons travailler avec les partenaires sociaux et non les laisser de côté ou tenter de prendre leur place, tout en nous appuyant sur toute cette richesse qu'offre la société civile. Responsables, car nous avons mesuré combien des militants, des sympathisants disaient ne pas se retrouver dans la NUPS, synonyme d'hégémonie de LFI, cette gauche radicalisée, éloignée d'une gauche de gouvernement. C'est à eux, à vous, que cette initiative entend répondre. Le résultat du RN lors des dernières élections nous a tous interpellés, nous a confrontés à une difficile réalité, même si nous savions que le RN serait bien présent. Une dure réalité, donc, celle que nous renvoient ceux que Stéphane appelle les insécurisés. Et plus on s'éloigne d'une ville,
d'une métropole, plus le score du RN augmente. Je garde en mémoire la stupéfaction d'une de mes collègues conseillères municipales dans notre petit village d'un peu plus de 900 habitants, dont c'est le premier mandat, et qui faisait le constat que nous connaissions forcément des concitoyens avec lesquels nous échangeons au quotidien et que nous apprécions, qui ont voté pour le RN. Dure confrontation à cette réalité. Donc c'est à nous, loin des effets de manche et des grandes annonces, de réfléchir ensemble aux réponses à leur apporter, de leur redonner foi dans la parole et la décision publique politique. Nous savons que l'éloignement des services publics contribue à ce sentiment d'insécurité qui est le leur, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, car la raison de cette insécurité est loin d'être aussi évidente. À cette disparition des services publics, à la raréfaction des médecins, des soignants, s'ajoute la dématérialisation et derrière la maîtrise de l'outil informatique et l'électronisme qui peut l'accompagner et qui ne touche pas que la population la plus âgée de nos territoires, sans parler des zones blanches, mais aussi de la capacité à s'équiper. Le confinement a été en cela un véritable révélateur d'une autre forme d'inégalité. L'enseignante que je suis en a été pleinement témoin. Cette insécurité a donc plusieurs origines. La disparition, comme je le disais, des services publics, la dématérialisation, le manque de couverture des territoires, mais aussi le recours constant à la voiture pour chaque déplacement. Le travail éloigné du domicile, et là encore, pas de transport public, ce qui a une incidence forte sur le pouvoir d'achat. Insécurité également quant au changement climatique et les injonctions, dont celle d'isoler son logement par exemple. Mais comme je le disais précédemment, lorsque l'on habite loin de son lieu de travail, car l'emploi s'est éloigné, que l'on ne bénéficie pas de transport public, que les fins de mois sont difficiles, ces injonctions environnementales sont vécues comme une injustice et une pression supplémentaire. Il faut donc redonner du sens, de l'espoir à ces concitoyens qui ne peuvent trouver une réponse à leur insécurité qu'à travers le vote RN, sans évoquer ceux qui ne se déplacent plus jusqu'au bureau de vote. C'est donc à nous, socialistes, femmes et hommes de gauche, de donner des pistes, d'être force de proposition, et c'est aujourd'hui ce que nous allons commencer à faire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne réunion, et je vous remercie par avance de vos interactions avec les intervenants présents aujourd'hui, afin d'imaginer la gauche de demain. Merci.